Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. J'accompagne les entrepreneurs à arrêter de procrastiner sur leur bien-être grâce à l'Ayurveda, cette médecine millénaire et philosophie de vie indienne qui a transformé ma vie il y a 10 ans en partant vivre 1 an en Inde et qui m'aide au quotidien en tant qu'entrepreneuse depuis 5 ans. Entre les vidéos YouTube 1 minute pour comprendre l'Ayurveda et ce podcast, je te partage tout ce qui peut t'aider à toi aussi être au top dans ta tête et dans ton corps et garder un équilibre entre ta vie pro et perso. Alors, prêt à booster ton bien-être? Alors bienvenue sur le podcast Double Cosmos. Hey! Un mardi sur 2 à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais 2 épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Et entre 2 interviews invités, retrouve les épisodes solo, où on décortique ensemble tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre pour booster notre bien-être au quotidien. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment bien vivre ces métamorphoses de vie. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Anne Guéquière, auteure, éditrice et créatrice du podcast Métamorphose, et connaît le sujet sur le bout des doigts. Bonjour Anne. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. En 2 mots, alors je suis Anne Guéquière, ça fait déjà 2 mots, ils sont dits, et je suis la créatrice, fondatrice et animatrice, on va dire, du podcast Métamorphose. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait ton métier ? Mon métier, en tout cas, si je reprends la phrase clé de Métamorphose, c'est d'essayer de participer à l'éveil des consciences et donc de mettre en lien des experts avec des personnes, des auditrices et des auditeurs qui se posent des questions sur ces sujets-là. Et je le fais à travers plusieurs métiers puisque je suis aussi éditrice aux éditions Erol, directrice d'ouvrages et de collection, et je suis aussi auteure. Donc je le fais également à travers des livres, des oracles, un conte, voilà, sous plusieurs formes. Mais tout ça, finalement, est un seul métier qui est un métier de passeuse d'informations, on pourrait dire aussi peut-être de messagère, en quelque sorte. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, hein. Intergalactique, écoute, en tout cas, les retours qu'on a de nos lecteurs ou de nos auditrices et nos auditeurs, c'est que ça les aide à mieux se connaître, à être peut-être parfois plus en paix avec eux-mêmes, leur entourage, à vivre une vie qui leur semble plus harmonieuse, à mieux se comprendre aussi surtout, et à peut-être se libérer d'une certaine forme de façon de vivre automatique, en pilote automatique dans le quotidien. Donc c'est un métier, on pourrait dire, vraiment dans l'humain et presque dans le soin d'une certaine manière. Et donc là, nous aujourd'hui, on va se concentrer sur la métamorphose, c'est ça ? Alors on va parler de métamorphose et de conscience. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là ? J'ai pas vraiment une spécialité parce que je suis pas une experte, je suis pas psy, je suis pas coach, je suis pas formée particulièrement, mais par contre j'ai une posture qui est très particulière puisque je vois passer énormément de psy, de philosophes, de médecins, de scientifiques, et donc peut-être que j'ai une vision holistique au sens noble du terme, 360, très large sur ces sujets, et ce qui me permet de faire des ponts et peut-être des passerelles. Je milite beaucoup pour une biodiversité de la parole, et c'est vrai que peut-être dans une forme de spécialité, d'avoir cette vision globale et de pouvoir faire des ponts entre les arts, les sciences humaines, la connaissance de soi, etc., permet d'avoir peut-être une forme de petite spécialité de généraliste d'avoir un point de vue plus global sur tous ces sujets qui concernent finalement l'humanité. Ce sont des questions, tout ça, ce sont des questions de quête de sens, de quête de soi, qui ont toujours taraudé l'humain. Pourquoi suis-je incarné dans ce mystère ? En fait, on cherche inconsciemment ou inconsciemment à répondre à cette question. Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire,
On va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé ? Écoute, j'ai réfléchi à ta question hors antenne et je n'y ai pas trouvé de réponse parce que je ne me souviens pas, à part les métamorphoses de Kafka, sinon j'ai pas de souvenir. Je sais même pas pour mon premier projet de livre qui s'appelait Métamorphose, qui était un coffret de cartes, comment m'est venue cette idée de métamorphose. En revanche, ce dont je me souviens, c'est que je m'intéresse à ces questions-là depuis que je suis enfant, soit à travers la lecture, soit à travers des choses peut-être plus universitaires, la philo, et puis j'ai un terreau familial qui est très spirituel, donc c'est pas quelque chose comme finalement s'il y avait une sorte de révélation, alors que j'ai eu plus de sentiments, et c'était intéressant parce que du coup ça m'a fait cheminer aussi tes questions. Dans mon cas, j'ai le sentiment que c'est plus un continuum de quelque chose qui a éclos au fur et à mesure, que je cherchais des réponses pour moi-même, et en m'interrogeant et en me questionnant et en cherchant justement à mieux me connaître, j'ai fait ce chemin de métamorphose, mais qui a commencé certainement même au moment de ma conception. Alors peut-être que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire. Toi, Anne, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer la métamorphose à ta vie ? C'est vrai que Métamorphose est né déjà d'un média engagé que j'avais fondé précédemment qui s'appelait Féminin Bio, qui est une aventure qui a duré une quinzaine d'années et qui était une forme de métamorphose pour moi déjà bien entamée, où je me suis posé beaucoup de questions sur le vivant, comment finalement on pouvait en tant qu'être humain se mettre au service du vivant pour être utile à soi, utile aux autres d'une certaine manière. Et ce média engagé, à l'époque, j'avais des enfants vraiment en bas âge, j'ai eu plusieurs grossesses assez rapprochées, et donc je me posais aussi toute cette question de maman, de qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde, à ces enfants qui viennent au monde, qu'est-ce que j'ai envie de leur offrir, dans quel monde j'ai envie qu'elles naissent, de quelle manière j'ai envie qu'elles se nourrissent, quel rapport vont-elles avoir avec la nature, au vivant, à la spiritualité. Et tous ces questionnements, finalement, ont donné ce média Féminin Bio. Et avant ça, j'avais eu l'occasion de voyager pendant 3 ans avec mon mari. On avait beaucoup voyagé, on avait monté des boîtes internet tous les deux, des startups au début des années 2000, et puis qu'on a vendu tous les deux. Et à partir de là, on s'est dit on va aller explorer un peu plus la planète. Et c'est vrai que moi j'ai eu une très grosse prise de conscience en voyageant. On parlait des voyages dans la Fast Interview. On parlait de l'Afrique et de la Namibie. À l'époque, j'ai pas voyagé en Afrique, j'ai plutôt voyagé dans le Pacifique, en Inde aussi, en Asie, etc. Et j'ai eu des prises de conscience assez fortes de l'état de la planète et du lien qui nous manquait en Europe. En tout cas, c'est ce que je ressentais, et en particulier en France, au vivant. Au début des années 2000, c'est vrai qu'on parlait encore très peu de bio, de naturalité, ou alors c'était plutôt des allégations marketing liées à la nature. On a fait beaucoup de chemin depuis, c'est passé plus d'une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que tout ça était des sujets très novateurs, et je me suis beaucoup questionnée sur le lien que moi j'avais avec le vivant, avec la terre, avec Gaïa, au niveau de ma façon de me nourrir, mais aussi de me soigner, le lien aux plantes. Et j'ai trouvé des peuples qui avaient gardé tous ces liens, des liens très profonds avec des médecines ancestrales. Tu parlais de l'Inde comme la médecine ayurvédique, également en Nouvelle-Zélande ou en Australie, où il y a des médecines aussi anciennes, où il y a une pharmacopée du terroir et locale très importante. Et ça m'a beaucoup interrogée en disant pourquoi finalement nous on a perdu ce lien. Et c'est vrai qu'avant ça, j'avais travaillé dans des grands groupes, plutôt en mode businesswoman, start-up. J'avais travaillé chez Vivendi pendant quelques années, et c'était les grands débuts d'Internet en France en 96, 97, 98. Alors c'était hyper excitant parce que c'était des projets de pionniers. On n'était que des jeunes à fond sur ces sujets-là. Il y avait très peu de gens qui connaissaient ces sujets, et moi ça me faisait beaucoup. C'était très excitant d'avoir l'impression de participer à cette révolution qui en est une véritable révolution technologique. Où va-t-elle nous mener ? Ça, c'est encore une autre question. Mais à l'époque, ce sentiment de faire partie de ces pionnières et de ces pionniers. Et moi qui avais eu, c'est vrai, une enfance élevée plutôt dans la nature, sur une île au bord de la mer, même si mes parents n'étaient pas originaires de là, j'avais quand même ce lien très puissant à la nature, et de bosser dans des grands groupes où c'était très excitant, la technologie Internet, ça me nourrissait sur une
partie intellectuelle et puis d'écosystème, parce que je te dis, on était des jeunes très liés, donc c'était très sympa, mais en même temps, je me sentais pas forcément nourrie profondément de l'intérieur. Je me disais, est-ce que mon métier est finalement utile ? Est-ce que je suis à ma place ? C'était quand même des questions que je me posais et c'était lié, oui, à mon terreau. C'est vrai qu'on n'échappe pas à son terreau éducatif, quel qu'il soit, que ce soit en contre, en mimétisme ou voilà, on est quand même élevé dans un milieu certain. Et moi, j'ai été élevée dans la nature avec des parents assez spirituels et c'était quelque chose qui était vraiment aussi à l'intérieur de moi, qui était profondément ancré. Donc, je me posais cette question du sens. Je me la suis posée assez jeune, d'avoir un métier qui a du sens, de trouver ma place, de trouver du sens à mes actions. Et c'est pas facile parce que souvent, les métiers de sens, on en retrouve beaucoup, soit dans le militantisme, soit dans l'humanitaire, dans des métiers où l'action et la mise en action est très visible. Ou alors des métiers de soins, où on est très engagé auprès de l'autre. Et moi, ayant fait des études de commerce et puis ensuite du droit des affaires, je me disais comment finalement, avec ces compétences-là, tu peux trouver des métiers de sens, voilà. Et donc c'est après ce que j'ai effectivement cheminé, à la fois en voyageant, en fondant cette deuxième start-up féminin bio engagé, et puis en écrivant aussi des livres sur ces sujets-là autour du bien-être, de la conscience, de l'alimentation saine, et puis en publiant aussi en tant qu'éditrice beaucoup de livres sur ces sujets parce que j'adore rencontrer des experts, des auteurs, des gens qui ont vraiment un message à délivrer et qui parfois sont un peu seuls dans leur coin et ne savent pas comment délivrer ce message au monde. Et je te parlais de passeuse d'information et de messagère, c'est un peu comme ça que je me suis présentée au début. Et puis aussi d'aimer mettre en lien, de relier, de pouvoir mettre en lien en fait différentes énergies comme ça pour créer des connexions. Et donc c'est vrai que les métiers que je fais aujourd'hui font ça en fait, ça met en lien en fait des personnes, un public, une audience qui a des questionnements et puis des experts qui parfois peuvent répondre à ces questions-là. Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place? Alors ça dépend depuis combien de temps, parce que je suis un peu plus âgée que toi Aurélie, mais il y a beaucoup de choses qui quand même ont changé dans ma vie par rapport à cette époque où je travaillais dans des grands groupes. Pour te décrire un peu qui j'étais, par exemple je fumais, donc j'ai arrêté de fumer il y a plus de 20 ans. Ça typiquement, je suis ravie d'avoir arrêté de fumer. Parfois les gens me disent « Ah bon, toi t'as fumé ?» C'est incroyable. Je fais aussi beaucoup de sport et j'adore ça. J'en fais pas assez en ce moment parce que j'ai moins de temps, mais j'essaye de faire du sport tous les jours et ça c'est vraiment quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie et pas tellement de faire du sport pour maintenir en bonne santé, ça oui bien sûr c'est important, mais surtout pour avoir cette connexion à la nature. Donc mes sports préférés sont des sports vraiment outdoor et qui m'apportent voilà, au quotidien beaucoup d'énergie et de vitalité. J'aime beaucoup les sports d'endurance, même si je les pratique pas forcément à haut niveau, je le fais plus pour le plaisir. Alors c'est vrai que l'avantage de faire de la compétition, c'est que quand on s'inscrit à une compétition, ça permet de bien s'entraîner et donc ça met une échéance et donc ça force un peu à se mettre dans un planning. Une fois qu'on s'est inscrit, voilà, il y a un engagement qui est prêt et donc voilà, c'est pas tant pour la compétition, pour faire du chrono, ça m'intéresse moyennement. En revanche, c'est vrai quand on fait que ce soit du marathon, de la course à pied ou du triathlon, enfin n'importe quel type de compétition, en général ça se fait, on le prépare à plusieurs, donc il y a une motivation, on y va ensemble, on va dans un certain lieu et donc voilà, il y a tout un écosystème autour qui est très agréable. Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement dans ta vie? Les incontournables, quoi. Il y avait déjà beaucoup de choses que j'avais intégrées ou comprises avant. Et c'est pour ça aussi que j'ai créé Métamorphose, c'est pour pouvoir les transmettre. Donc bien sûr que j'ai découvert des choses avec Métamorphose, mais peut-être moins qu'à l'époque de Féminin Bio, justement. Et c'est en découvrant voilà, un certain nombre de sujets, en lisant tellement de livres, en allant à des stages, participant à des conférences, des ateliers, en me formant aussi à certaines méthodes, que j'ai eu envie ensuite de partager. J'ai expérimenté aussi certains types de thérapies au niveau thérapeutique, justement pour mieux me connaître, travailler sur des souffrances ou des blessures. Donc, avec ce double objectif, la thérapie, elle peut servir à mieux se connaître, et puis elle peut aussi servir à
à guérir, sachant que les deux sont souvent liés. Mais c'est pas tout à fait quand même toujours le même objectif. Donc moi, il y a eu ces deux choses-là. Et nourri de tout cela, c'est de là qu'est née en fait Métamorphose. Donc c'est vrai que à travers Métamorphose, j'expérimente à nouveau certains sujets. Évidemment, on s'en relâche et puis une piqûre de rappel est toujours géniale. Quand on réentend certains sujets, on avait l'impression un peu de les connaître. Ce que j'ai découvert de fondamental ces dernières années sur moi grâce à Métamorphose, et ça que j'avais pas découvert avant, c'est mon hypersensibilité. Grâce notamment à Saverio Tomasella, en lisant ses livres et en interviewant, j'ai vraiment vu que je cochais un certain nombre de cases de l'hypersensibilité, même si aujourd'hui, l'hypersensibilité dans les milieux psy est encore controversée parce que c'est ni un trouble, ni une pathologie, c'est plutôt une façon, c'est un trait de personnalité, c'est une façon d'être au monde, l'hypersensibilité. Donc ça a été quand même une grande découverte et presque aussi un soulagement. Parce qu'on voit qu'on est différent des autres. Quand je parlais des TDA, des troubles de l'attention, TDAH, moi je pense que je coche plutôt une case avec hyperactivité. On a l'impression parfois d'être un être à deux vitesses. Il y a quelque chose qui va très vite, qui peut être très focus. Et ce que je prenais parfois aussi pour des traits de caractère ou de personnalité peuvent être aussi des symptômes. Donc ça, c'est aussi une découverte qui a été assez intéressante dans ma métamorphose, c'est de me dire que ma façon d'être au monde se retrouve aussi dans une catégorie de personnes qui ont aussi ce type de trouble. Donc ça peut faire bizarre parce que, alors évidemment, après, il n'y a pas que ça. On est tellement vaste que on n'est pas que cette étiquette liée à un trouble potentiel. Et puis, quand je dis ça, c'est un soupçon de trouble. Aujourd'hui, je ne me suis pas fait diagnostiquer par rapport à ce trouble parce que je ne suis pas forcément en souffrance par rapport à ça, qui est toujours le curseur. Quand on cherche à mieux comprendre un trouble ou une façon d'être au monde, quand il n'y a pas de souffrance associée, on peut le faire pour mieux se connaître, ce qui, tu vois, est plutôt mon cas aujourd'hui, de comprendre ça. Mais je n'ai pas eu de souffrance importante, de dépression, de symptômes anxio-dépressifs, ce qu'on appelle les comorbidités liées à ça. Voilà, il y a eu quand même des grosses prises de conscience sur certaines façons d'être grâce à des interviews métamorphoses. Mais je dirais que peut-être que les 2/3 du bagage venaient de ce que j'avais déjà expérimenté, en tout cas avant. Trop bien. Et sinon, une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi? Comment tout ça t'aide au quotidien? Mais ça m'aide à être plus consciente quand je traverse certaines grandes émotions, par exemple dans le quotidien, ou même de petites émotions, à les voir arriver, les accueillir, les comprendre, pas forcément justement les prendre tout de suite à bras-le-corps en mode tiens, je vais me saisir de cette colère et puis je vais l'exprimer tout de suite. C'est plutôt tiens, je vois arriver ça, je sens ça à l'intérieur de moi. Et de pouvoir faire ce stop du ressentir d'abord. Alors, je ne dis pas que je le fais toutes les 5 minutes, mais il y a quand même cette zone de conscience et de vigilance qui s'est installée beaucoup plus de manière automatique et qui procure pas mal d'apaisement parce que ça permet de se dire, tiens, là, je suis en train de faire cette traversée-là. Je l'ai déjà rencontrée, je la connais. Je sais ce qu'elle vient me donner comme signal par rapport à un besoin sous-jacent, qui n'est pas forcément un besoin que j'arrive à accueillir ou que j'ai entendu. Et donc, ça me permet de le regarder, de l'observer, peut-être même parfois de l'alchimiser à l'intérieur de moi. Et puis, ça peut aussi passer tranquillement comme ça, ou pas d'ailleurs. L'idée, c'est pas forcément de tout mettre de côté, de se débarrasser, entre guillemets, de nos émotions. Loin de là, au contraire, de plutôt les surfer, de les vivre. Mais je trouve qu'il y a une forme de joie et un peu plus de sagesse à pouvoir danser avec cette façon chaotique, en tout cas, d'être au monde. Tu vois, je parlais de ce mot que j'aime beaucoup, chaotique, qui est une forme d'ordre dans le chaos, et de pouvoir conscientiser tous ces mouvements intérieurs de manière plus aiguë. Il y a quelque chose de presque un peu jouissif parfois, amusant. C'est quoi ta routine, bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement de temps juste pour toi? Ma routine miracle, ce serait vraiment d'aller commencer par faire du sport le matin entre une demi-heure et 1 heure, même si c'est 20 minutes, c'est pas grave, ça peut être du Wu Tao, un art corporel que je pratique, ou du yoga, ou aller nager, ou aller courir, ou aller faire du vélo, même aller marcher, ne serait-ce qu'un tout petit tour, si j'ai vraiment pas le temps, pas l'énergie d'aller courir, ne serait-ce qu'aller faire 20-25 minutes de marche, ensuite faire ces fameuses 5 minutes de respiration consciente, assez accélérée, et puis peut-être aussi prendre 5 à 10 minutes, 15 minutes
minutes en fonction de comment on est méditant, si on aime la prière ou la contemplation. Voilà, peu importe, chacun ses outils. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment aussi me relier en conscience à l'amour universel, à la source. Ce serait, moi, je mettrais le nom de Dieu, en fait, pour ça. Et de commencer ma journée de cette manière. Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment, simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, à vous. Alors c'est vrai que là en ce moment j'ai des problèmes de sommeil, donc ça peut m'arriver parfois d'avoir des difficultés pour me lever le matin. Alors, ça paraît complètement anecdotique, mais vu le rythme de travail que j'ai, du coup ça peut mettre en galère pour la journée, notamment si c'est des journées où je suis à Paris pour Métamorphose, où j'enchaîne plusieurs interviews, où là mes respirations conscientes, un yoga un peu actif le matin me permettent vraiment de m'aider à me sortir de là et d'avoir les neurones en ordre de marche et surtout un état d'être pour pouvoir accueillir la parole de l'autre. Donc j'ai du mal à supporter par exemple le manque de sommeil. Donc ça c'est un peu une galère pour moi, c'est que j'adorais faire partie de ces gens qui ont besoin de 3 ou 4 heures de sommeil, voire même 5 heures. Mais moi si j'ai pas minimum 7 heures et idéalement 8 heures, voire même 9 heures, c'est plus compliqué. Et justement, sur quoi tout ça t'a le plus chamboulé, a provoqué un Big Bang dans ta vie? Moi, je ne conçois pas forcément d'avoir un métier détaché de ma quête personnelle. Et donc aujourd'hui, je fais vraiment le métier qui est exactement le cœur de ma quête existentielle, qui est un métier de quête de sens, de s'interroger sur ce mystère de l'existence, sur nos liens aux autres, sur nos liens à nous-mêmes. Et c'est vrai que quand j'ai fondé le média Féminin Bio, en tout cas professionnellement, c'est là qu'a été ma première véritable métamorphose. D'abord, j'ai écrit un premier livre sur les cosmétiques bio et naturels, et c'est là que j'ai mis la première pierre de me dire, voilà, j'ai envie d'être utile à moi-même, d'être utile aux vivants, et je me mets au service de ce qui me semble faire sens, avoir du sens pour moi et pour les autres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce retournement, c'était en 2007, tu vois. Et ça a été quand même très lié. Je ne peux pas parler de ça sans parler de l'autre métamorphose qui a été liée à ça, puisque c'était lié, comme je te disais tout à l'heure, à la venue des enfants. Ouais. Quand j'étais enceinte de ma fille aînée qui a maintenant 19 ans, je me suis beaucoup interrogée sur cet être à venir, ce que j'avais envie d'offrir, moi, en tant que maman, en tant que foyer, à cet être en devenir. Avoir un métier qui avait du sens a répondu aussi à une partie de ces interrogations-là, en tout cas. Alors tu m'as donné la chance de découvrir le magnifique conte que tu viens de publier, dans lequel tu partages aussi beaucoup de transmissions et d'autres formes de métamorphose en quelque sorte, non ? C'est vrai que quand on prend en tout cas la plume, souvent ça me saisit comme ça, je m'y attends pas forcément. J'avais pas prévu d'écrire ce conte de la fée qui ouvrait les cœurs et j'avais commencé un projet d'écriture plutôt un peu plus personnel, mais sans forcément avoir une envie de publier. Et puis j'ai commencé à raconter cette histoire sous forme de conte qui s'est presque imposée à moi de cette manière-là et qui est descendue plutôt de manière fulgurante en écriture un peu plus automatique et qui en même temps était fait aussi de tout ce que j'ai appris. J'ai le sentiment de mieux connaître aujourd'hui. Donc c'est à la fois une œuvre qui est au-delà de moi, qui est vraiment prise avec des mondes invisibles qui sont certainement aussi nés dans mon inconscient, dans mes archétypes, et en même temps de choses qui sont beaucoup plus terre à terre, que j'ai apprises de manière plus concrète ou expérimentée, et qui se retrouvent sous cette forme-là. Voilà. J'aime bien le format du conte, parce que le conte, contrairement à plus des livres de développement personnel, ça parle à un autre étage en fait de nous-mêmes. Ça parle vraiment au cœur, au corps, à l'émotionnel, donc il y a quelque chose de plus kinesthésique dans sa manière d'être. On sait que les contes agissent d'une autre manière dans la psyché humaine parce qu'ils viennent parler à des espaces inconscients sous des formes plus simples, simplistes, simplettes, voire même parfois un peu naïves, et qui nous touchent à un autre niveau. Et ça me plaît beaucoup, cette idée qu'on retrouve aussi dans l'art, d'ailleurs. Mais le conte, c'est vrai, est illustré en plus par une chère amie, Izumi Doya, qui vit au Japon et qui est une artiste extraordinaire. J'aime beaucoup sa sensibilité. On est très en alchimie dans notre façon de collaborer, même si on ne se voit pas souvent parce qu'elle habite loin avec sa famille.
Mais c'est vrai que ça résonne, son art résonne en moi et je crois que mes mots, en tout cas c'est ce qu'elle dit, résonnent aussi à l'intérieur d'elle et ça donne toutes ces créations qu'on fait ensemble. C'est merveilleux de cheminer comme ça aussi avec une artiste dans le temps. Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui? Les obstacles, il y en a d'abord d'un point de vue professionnel. C'est là, on va terminer la saison 5 de Métamorphose. Donc, est-ce que cette émission perdurera telle qu'elle est? Comment la transformer? On propose aujourd'hui d'autres expériences de métamorphose au sein de Métamorphose, des cercles, des ateliers, des programmes de coaching, etc. Donc, il y a tout un tas d'autres formes de métamorphose. Pourquoi pas un jour de la scène? Je sais pas. Donc c'est voilà, c'est des vraies questions aussi de croissance qui est super parce qu'aujourd'hui on a cette audience qui nous permet de nous dire tiens, quelle est la prochaine étape? Alors c'est à la fois un obstacle et une opportunité. Tu vois, je l'ai mis comme un obstacle dans le sens où je ne vais pas forcément faire métamorphose, continuer métamorphose telle que c'est aujourd'hui pendant encore peut-être 10 ans, encore quelques années, mais pas forcément telle qu'elle. Donc il faudra se poser cette question. Et puis ça accompagnera aussi peut-être mes propres questionnements personnels puisque mes filles maintenant grandissent et donc partent du nid. Non pas que je vive le syndrome du nid vide pour l'instant, mais en tout cas, c'est toujours une grande remise en question dans une vie quand les enfants partent. Il y a aussi une nouvelle vie qui s'offre à soi. Et donc, à quoi va ressembler cette vie-là? C'est une question, en tout cas pour moi. Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, c'est pas si grave finalement. J'ai une grosse tendance à abuser du chocolat et même s'il est de qualité bio, plutôt noir, à en manger des quantités importantes et ça correspond à une forme d'addiction, je pense, sur un plan émotionnel. Et on retrouve ça d'ailleurs dans les troubles de l'attention, des tendances au perfectionnisme et à l'addiction. Donc là, je suis en plein dedans avec le chocolat. C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la pagaille? Quand vraiment c'est la pagaille, aller dans l'eau. L'eau me régénère énormément. J'ai la chance d'habiter en Suisse au bord du Léman, dans lequel on peut se baigner été comme hiver, même si l'hiver il est très froid, mais j'aime aussi les bains froids. Et donc ça permet vraiment de laver et de se débarrasser d'un certain nombre de choses en conscience. Aller dans la neige, faire de la randonnée quand c'est l'hiver, alors là c'est pas trop la période, on est en plein été, mais aller dans le Grand Blanc et dans la nature comme ça, pour moi, ça me débarrasse de plein de choses, quoi. Canon! Et avec tout ça, tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Je crois que nos erreurs, elles nous apprennent, on n'échoue pas en fait, on ne fait qu'apprendre. Je crois que c'est Mandela qui disait soit je réussis, soit j'apprends, mais en fait on n'échoue vraiment jamais. Quelque part, comme l'enfant qui apprend à marcher, qui va tomber 10 fois et qui va finir par marcher, on est toujours, on est vraiment en apprentissage, il y a quelque chose de work in progress dans nos vies. Il y a 2 citations peut-être que j'ai envie de dire en conclusion. La première, c'est soyez vous-même, les autres sont déjà pris, qui est une citation qu'on voit beaucoup tourner sur les réseaux, mais que j'aime beaucoup. Et puis l'autre, ma citation chérie de Nietzsche, qui fait écho et un peu en conclusion à tout ce qu'on a dit, c'est « Il faut porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse ». Et voilà, donc il y a quelque chose de nos chaos, de nos blessures, de nos souffrances, de nos chemins de vie. Eh bien, il y a aussi le merveilleux, la grâce, l'extraordinaire, l'inconnu, l'inédit qui s'invite. C'est vraiment cette notion du Tao, du yin et du yang, des complémentaires plutôt que des opposés, que en fait chaque qualité ou chaque défaut a son corollaire et que finalement tout ça est une alchimie à l'intérieur de soi avec lesquelles danser, composer en permanence. On en est là, je crois, en tant qu'humain. Et voilà, donc j'ai certainement envie de partir avec ce message, Aurélie. Trop bien. Hélas, voici la dernière question, un peu tradie, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Connais-toi toi-même. Je reviendrai sur cette phrase finalement assez fondatrice. C'est vrai, quand je suis allée en Inde, je suis allée dans un centre ayurvédique et j'ai découvert en fait mes profils en Ayurveda et ça fait partie d'outils qui m'ont aidé. En tout cas, je pense que c'est une palette d'outils qui font qu'au bout d'un moment, on se connaît mieux et ça en fait partie, complètement. Et puis peut-être cette phrase aussi de Saint-Augustin qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». Je crois que l'amour peut tout
peut beaucoup en tout cas et permet de faire tomber toutes les barrières. Et donc cette question sans arrêt qui revient, j'en parlais avec Alexandre Dana dans une émission il n'y a pas longtemps ou entre nous, je ne sais plus. Qu'est-ce que ferait l'amour s'il était dans cette situation ? Voilà, donc peut-être parfois se remettre cette question en mémoire dans le quotidien quand on est face à des défis, en tout cas de la vie. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail ? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. On a un site internet qui s'appelle métamorphosepodcast.com où on peut retrouver tous les épisodes de Métamorphose. On a notre Instagram, Métamorphose Podcast, mon Instagram perso Anne Desquières, et puis enfin le site des éditions Erol pour tous les livres. Super. Merci beaucoup Anne. Merci. Merci infiniment à toi Aurélie. Merci. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Merci. Hey, l'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Expert Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.